Allez, sois fort, Thomas, sois fort. Mais reste subtil quand même. Reste subtil. Voilà. Là. C'est qui? Bah, Aimé Jacquet. Il a fait quoi comme jeu? Un jeu avec Bruno Catala. Ah, ça a marché? Attends, t'es sérieuse là? Tu connais pas Aimé Jacquet? L'entraîneur de l'équipe de France? Non. Bah, Aimé Jacquet, tu vois, c'est quelqu'un qui a eu le courage de partir alors que tout allait bien pour lui. Plein de gens ont été surpris de sa décision, mais c'était sa décision. Ah, et il a fait quoi après? Ouais, rien en fait. Bah alors c'est naze. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Non. C'est naze. Il part alors que ça va bien? C'est naze. Ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Bon, faut que je me mette sur l'Insta pour publier les photos de cette semaine. Ouais, bon Insta, ouais. Eh merde. Hello YouTube! Maintenant je sais qui est Aimé Jacquet! Alors, on va commencer par vous prévenir qu'un film est en train de se tourner, oui, juste ici, là, à côté, dans notre réserve, non, juste à côté. C'est un film de Rachid Bouchareb, voilà, donc si vous connaissez. Donc ça se peut qu'il y ait des vroom vroom, ou des gens qui tapent, ou des gens qui hurlent, voilà, un peu de spoil, il y aura des bagarres et des motos. Désolé pour le dérangement. Maintenant, on enchaîne pour de vrai, ou presque. Il y a un concours! Oui, un concours Citadel, oui, cette nouvelle boîte de Citadel. Eh bien, pour gagner des goodies, eh bien, il va falloir regarder la vidéo qui suit. Regardez bien et vous allez répondre ensuite à une petite question. Alors, la question est: combien y a-t-il de personnages dans cette animation ? Les 6 premiers gagnants à être tirés au sort gagneront des goodies qui sont 14 cartes de bâtiments totalement uniques. Voilà. Salut Antoine! Salut Alice! Mais dis donc, j'étais là depuis le début en fait! Eh oui, j'avais d'autres priorités que toi, désolé mon cher Antoine. Bien sûr, les concours c'est très important. Oui, c'est très important. Tellement important qu'il y a le résultat du concours de la semaine dernière Nouvelle Contrée qui est à la fin de cette vidéo. Voilà, ouais. Donc restez bien ici. Le tirage pour Citadel, lui, se fera la semaine prochaine. Trop de concours dans cette boutique. Et aussi, restez encore plus jusqu'à la fin parce que avec Antoine et Alex, on a joué à Get On Board qui est une prochaine sortie de chez Yellow, donc il y aura la petite avant-première. Allez, maintenant on commence pour de vrai. Allez. Presque. Avec l'offre seconde chance de Yellow. Yellow vous offre des jeux qui ont eu, qui sont sortis et qui ont un peu raté leur public. C'est triste pour eux, mais il y en a plein des différents. Nous, on a fait une petite sélection de nos favoris. Donc, retrouvez à la boutique à 10 € le jeu. Donc, vraiment, c'est vraiment pas cher. Mais c'est pas mal ça. C'est génial, hein, c'est une vraie seconde chance pour ces jeux. Donc, on va avoir ce Roll and Write Imperial Settlers. C'est la même chose que Imperial Settlers, sauf que là, vous allez gérer vos ressources et construire des bâtiments avec des feuilles en fait à cocher. Vous avez aussi Monolith Arena que je n'ai pas... Ah si, voilà. Hop, Monolith Arena, c'est cette grosse boîte. Mais oui, jolie boîte. Voilà, c'est... en gros, vous devez aller défoncer le monolithe adverse en posant des tuiles avec des pouvoirs, voilà, et des factions différentes. Hop. Ensuite, on a plus loin, donc il n'est pas ici, c'était... Lost Cities, les rivaux, c'est comme Lost Cities pour 2 joueurs, sauf que là c'est de 2 à 4, et au lieu de piocher les cartes qui vous intéressent, vous allez faire des enchères pour les récupérer. Et enfin, on a aussi l'Empire des Cerisiers, c'est ça, hein, la légende du cerisier qui fleurit tous les 1000 ans, je crois. Voilà, un truc comme ça. C'est un titre quand même un peu trop long. Mais c'est un jeu de stop où encore vous allez récupérer des fleurs dans un sachet et à un moment, si vous avez trop de fois les mêmes fleurs, vous perdez tout. Voilà, ça va être un jeu de collecte de ressources pour remplir des objectifs dans le principe du stop ou encore. Maintenant, on commence les vraies nouveautés. Ok. Alors, on va commencer avec Marshmallow Test de Rainer Knizia, notre cher Rainer Encore Knizia. Lui. Oui, toujours lui. Voilà, c'est de 2 à 5 joueurs chez Gigamic. Il s'est inspiré d'une expérience faite par un psychologue aux États-Unis qui était de poser, voyez, un petit marshmallow devant un enfant.
Oui. Alors on refait, Antoine. C'est pas ça? Non, presque. Oui. On pose un marshmallow devant l'enfant et on Oui. lui dit je pars 1 minute. Hein, D'accord. Antoine. Mhm. Si quand je reviens tu n'as pas mangé le marshmallow, Ouais. eh bien tu en auras un deuxième. Ah ouais. Mhm. On va réessayer. Mhm. Ça s'appelle la récompense en différé. Donc, je suis sûre que le dernier tu l'auras. Antoine. Ouais. Lui, si à la fin de mon explication il est encore là, je t'en offrirai un autre. D'accord. Bon, c'est un cas désespéré. Maintenant, on va commencer avec le jeu. Hein. Le but, c'est de gagner le plus de chamallows possible. Je s'arrête dès que quelqu'un a 20 chamallows. Ça, c'est des chamallows qui rapportent 5 points et ça 1. Et en plus, ils sont mous. Mhm. C'est bien, hein, on pourrait presque se tromper. Les mange pas ceux-là, Antoine. D'accord. Alors, sinon, c'est un jeu de plis. Vraiment, le jeu de plis ultra basique, il va avoir des twists au moment de gagner des plis. En gros, chacun a 12 cartes, piochées au hasard, et comme un jeu de plis, le premier va donner la couleur, les autres vont suivre ou pas, celui qui remporte le pli le met devant lui. Et vous allez sortir de la manche et marquer des points que lorsque vous aurez gagné 4 plis. À ce moment-là, vous gagnerez autant de points que de plis gagnés par les autres. Donc il faut pas que vous gagniez tous les plis, il faut pas que vous gagniez les 4 plis d'un coup parce que vous allez sortir en premier et les autres n'auront rien gagné, donc vous aurez 0 points. C'est un jeu qui vous apprend à patienter, à laisser les autres gagner certains plis pour pouvoir, quand vous gagnez votre 4e pli, bam, vous sortez et les autres ils avaient 3 et 3 plis, donc vous avez 6 points. Allez hop, Ok. c'est vraiment ça le grand twist. Le deuxième twist, c'est qu'à partir de la deuxième manche, le joueur qui n'aura rien gagné, c'est toujours le dernier à se retirer de la partie, voilà, celui qui se retire en dernier, il a rien du tout, et bien celui-ci aura le droit d'annoncer un atout. Voilà, l'atout, comme un jeu, un jeu de plis, c'est juste qu'à la première manche, il n'y avait pas d'atout. Voilà, c'était Marshmallow Test. Moi je trouve que c'est vraiment très simple à prendre en main, mais avec ce petit twist super intéressant. Voilà, c'est original, c'est côté stop ou encore un petit peu. Voilà, de savoir laisser la place à l'autre. Moi j'ai laissé Thomas gagner 2 plis parce que comme ça j'ai beaucoup plus gagné de points. Merci Thomas. Voilà, donc ça c'était Marshmallow Test. Maintenant on va enchaîner avec Rimtic, une réédition de Old Chap. Rimtic, c'est un petit jeu d'ambiance de 3 à 6 joueurs où le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Le premier, il n'y a pas d'ordre de tour de jeu. Le premier qui sort une carte, va devoir dire un mot. Donc quand vous sortez des perroquets sages, qui sont comme ceci, il faut juste dire un mot qui rime avec celui qui a été précédemment dit. Bon, si vous êtes le premier, il faut dire un mot, c'est tout. Hein. Si par contre vous sortez des perroquets fous, comme ceci, il va falloir dire un mot qui n'a aucun rapport et surtout qui ne rime pas. Ok. Voilà, si vous vous trompez, vous récupérez toutes les cartes qui seront sorties depuis le début de l'autre manche et vous avez plein de cartes devant vous et ça c'est pas cool. Voilà, petit jeu d'ambiance. Hop! Oh là! Une apparition. Bonjour. Salut Alex. Bonsoir. Bon joueur, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Et regardez, nous avons bien reçu Fantasy Realms. Parce voilà, il est là pour de vrai. Et maintenant, il est disponible à la boutique. C'est génial ce jeu, moi je l'adore. Il y a cette petite sensation de Red Rising et cette même mécanique de cartes. Vous allez essayer d'en récupérer pour avoir un maximum de points. C'Thomas l'avait déjà expliqué en fait dans la vidéo précédente, je crois. Tout à fait. De la semaine dernière. Franchement, il est top, intéressez-vous-y parce qu'il est vraiment cool. Mais là, on va parler surtout d'une vraie nouveauté. C'en est une certes, mais c'était normalement de la semaine dernière. Là, elle est arrivée. Et là, maintenant, c'est Piaf aussi qu'on a reçu de chez Funforge. Piaf, c'est un jeu en fait qui peut faire penser à Parade pour ceux qui connaissent Parade chez Asmodée. C'est un jeu dans lequel en fait ici vous allez essayer de collectionner certes des oiseaux et aussi des graines puisque les graines font aussi des points de victoire. Et en fait au début de la partie chaque joueur commence avec 4 cartes en main, donc là je vais en me donner une de plus, voilà. Et lorsque ce sera votre tour de jeu, vous allez pouvoir en fait jouer une carte et l'ajouter en fait au sol, ici. Et en fonction de lorsque vous allez ajouter en fait les oiseaux, vous allez additionner toutes les valeurs d'oiseaux qui sont dites au sol. Parce qu'en fait le premier oiseau qui est ici sur la mangeoire, et ben c'est celui qui est en train de manger des graines, et vous avez envie de piquer ces graines là. Okay. Donc en fait quand vous jouez une carte, vous faites l'addition des valeurs de chaque oiseau qui est au sol, donc ici on est à 13, et du coup si elle est comprise entre, on va dire, si vous faites la somme de ces oiseaux-là et que vous faites la différence avec l'oiseau qui est au niveau de la mangeoire, vous faites la différence des deux, donc là on était à 13, donc moins 4 ça fait 9, yes. Vous avez du coup une valeur qui est supérieure à 5, et à ce moment-là vous allez piocher la première carte qui est ici des graines, et la mettre dans votre zone de jeu, donc ça ce sera des choses que vous aurez gagnées pour vous. Il est possible lorsque vous jouez une carte que votre valeur, en termes de différence, elle ne soit pas supérieure ou égale à 5. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez compris entre 1, 2, 3 ou 4, vous allez récupérer respectivement la première carte, la deuxième carte, la troisième carte ou la quatrième carte.
Tout simplement, ça c'est pour récupérer des graines. Ok. En plus de ça, quand vous faites ça, la somme en fait ici a un intérêt, mais surtout la valeur la plus haute va du coup remplacer celle-ci. C'est-à-dire que là, le 6 que j'ai posé va venir ici, et cette carte-là, je vais aussi la collectionner. Donc je vais pas la mettre dans ma main, attention, je vais la mettre dans ma zone de jeu, et du coup ça me rapportera des points en fin de partie, mais les oiseaux rapportent aussi des points de victoire quand vous les collectionnez, notamment par couple, parce que vous le voyez certainement, ici il y a des valeurs qui vont varier du coup entre 1 et 6, je dis pas de bêtises, et en plus de ça, à la fin de la partie, si vous avez collectionné des paires d'oiseaux, vous avez 5 points. Si c'est des paires, j'entends même couleur, même valeur et mâle, femelle. Donc ça, les paires d'oiseaux, ça vous fait 5 points par paire d'oiseaux. Et notamment les œufs que vous aurez ici, vous font des points de victoire. Donc c'est vraiment un jeu où il faut essayer de collecter les meilleures cartes qui sont présentes ici. Et quand elles ne vous intéressent pas, essayez de dépasser ou être égal à 5 en termes de différence pour aller chercher ce qui est ici. Et en plus de ça, il faut essayer de récupérer les cartes qui vous intéressent quand elles sont sur la mangeoire. Tout simplement. Donc un jeu de collection. Un peu de prise de risque par rapport à la pioche, et surtout un peu de calcul, parce que vous voyez qu'il faut faire l'addition, la soustraction, pour savoir quel est l'oiseau le plus fort, qu'est-ce que je prends comme graine, etc. Donc petit jeu très sympa, une sensation de parade un peu plus poussée, et on est sur un petit jeu de cartes de collection très très cool. Voilà, et puis très joli beaucoup. En plus, hein. Très sympa, un petit peu comme Wingspan, vous apprendrez le nom des oiseaux en latin, ce qui peut être très pratique dans la vie de tous les jours. On enchaîne toujours, là je dis toujours, mais c'est en fait aussi un Rainer Knizia, parce que Marshmallow est aussi un jeu de Rainer Knizia. Ici, dans Art Robbery, qui est un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes pour 2 à 5 joueurs, on retrouve cette mécanique un petit peu de kangaroo. Pour ceux qui connaissent kangaroo, on va avoir des cartes ici qui sont numérotées de 0 à 5. Et en fait, on va avoir un jeu qui se déroule en 4 manches, qu'on appelle des raids. On va en fait piller différents endroits où il y a différentes œuvres d'art. C'est pas bien. Non, c'est pas très bien. Mais il y a une mécanique de jeu que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus de ça, quand vous collectez donc des jetons qui correspondent à des arts, notamment des valeurs, il y a sur ces petits jetons-là des petits points blancs, et ça, ce sont des alibis. Et ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est que à la fin des 4 manches, celui qui a le moins d'alibis, ou les joueurs qui ont le moins d'alibis, sont éliminés. D'accord. Ils se font attraper par la police. Et ça, j'aime beaucoup, parce que du coup, pendant toute la partie, vous pensez avoir beaucoup de points, mais si vous n'avez pas assez d'alibis, vous perdez la partie. Comment ça se passe dans Art Robbery? En fait, vous allez avoir à chaque tour la possibilité de jouer une carte. Et les cartes, comme je vous disais, ont des valeurs comprises entre 0 et 5. Quand je joue une carte, je récupère le jeton en question de la première manche. Donc comme je dis, il y a 4 manches. Là, il y a une première manche avec ces jetons-là. Ensuite, deuxième, troisième et quatrième. Okay. Et la partie prend fin à la 4e manche. Ce qui se passe ici, c'est que je joue un 1. Il y a un 1 ici, donc je le récupère. Si jamais un autre joueur joue plus tard un 2, et du coup il récupérera un 2. Et vous voyez que parfois en fait les valeurs sont en un seul exemplaire ou en 2. Ce qui se passe, c'est que si jamais il n'y a par exemple pas de 4, qu'un autre joueur l'a récupéré pendant son tour, si moi je joue un 4, il n'est pas là, mais il est devant un joueur, donc je vais le piquer. Et ça c'est le petit côté kangaroo qu'on retrouve dans ce jeu-là, où on piquait des kangaroos devant les autres joueurs. Ça c'est pour les cartes de base. Il y a d'autres cartes spéciales, et c'est là un peu le petit twist. Par exemple, vous avez le chien de garde, qui lui en fait va vous protéger. Si quelqu'un vous vole un jeton, par exemple vous jouez un 4 et j'ai un 4, je dis non, tu ne me voles pas mon 4, par contre tu prends le chien de garde. Okay. Voilà, c'est un petit échange, mais ça me permet de me protéger. Il y a notamment la juriste. La juriste elle est cool parce qu'elle vous fait 5 points, à condition qu'à la fin de la manche, même à la fin de la partie, vous ayez du coup au moins un 4 ou un 5 dans vos jetons. Donc c'est plus ou moins rentable, mais il faut quand même avoir au moins un 4 ou un 5 pour que la juriste fasse 5 points. Lui, je l'ai complètement oublié son pouvoir. De mémoire, il vous sert à récupérer un jeton. En fait, c'est un joker, ça je ne me souviens plus. C'est la valeur de votre choix, sauf qu'il ne vous sert pas à piquer un jeton à un adversaire. D'accord, uniquement un jeton au milieu. Tout simplement. Vous récupérez les jetons. Vous voyez que du coup, en fonction du nombre de jetons blancs que vous avez, de points blancs que vous avez du coup un nombre d'alibis. Celui ou ceux qui en ont le moins sont déjà éliminés. Ensuite, on compte les points en fonction des jetons. Et celui qui a le plus de points l'emporte. Ok. Tout simplement, ça c'était Art Robbery, un petit jeu très sympa de prise de risque aussi. Et surtout un peu chafouin, parce qu'on va essayer de jouer les cartes de façon à ce qu'on récupère les numéros, essayer de ne pas se les faire voler avec le chien de garde, et surtout de pouvoir les piquer aux autres. Très très cool. Donc ça c'est Art Robbery. Super. On va arriver dans de la réédition, puisqu'on arrive sur Shabadabada. Oui, je connais celui-ci. Et oui, Shabadabada, avant c'était une toute petite boîte carrée, et je crois qu'on a lancé une édition d'ailleurs. Maintenant c'est Shabadabada. Et là il y avait Shabadabada. Donc il a changé complètement le format, et surtout il a changé les cartes à l'intérieur, parce qu'en fait, donc comme d'hab, il y a 2 équipes ici dans Shabada qui s'affrontent, et en fait à chaque fois vous aviez dans l'ancien uniquement des mots en fait qui sont révélés sur les cartes, et le but c'était de trouver le plus de chansons possible que l'équipe adverse qui comprend ce mot-là dans votre chanson. Sauf que là ils ont changé un peu le truc, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas mis d'ailleurs sur le dos de la boîte, mais en vrai maintenant il n'y a plus de mots imposés, ça peut être juste des thèmes généraux, j'ai pas vraiment d'idée là à donner. Mais ça va être quelque chose de plus général. C'est pas un mot à proprement parler qui est marqué dessus, mais c'est plus une idée que va vous donner en fait la chanson.
tout simplement. Mais on retrouve du coup le même principe de Shabadabada, c'est-à-dire de chanter autour de la table et surtout trouver le plus de chansons qui comprend le mot ou la situation dans notre chanson face à l'équipe adverse. Voilà, ça c'est le petit retour en stock. Bah ouais, un super jeu d'ambiance pour ceux qui ont une bonne culture musicale. Plutôt, ouais, il vaut mieux. Oh, À l'assaut. okay. On se fait attaquer. C'est la guerre entre les clans des enfants. Ici, on va jouer à fort, on va construire son plus gros fort possible. On est des enfants et on va faire une petite guerre de deck building. Voilà, donc moi c'est mon coup de cœur, hein. Vous allez bientôt le voir en vidéo de coup de cœur, donc spoil, voilà. C'est de 2 à 4 joueurs, c'est édité par Matago, enfin en tout cas c'est une relocalisation, vous reconnaissez peut-être les illustrations de route, des gens de route, voilà. C'est 30 minutes de jeu à peu près, hein, parce que bon quand on est 4, je dirais plutôt une bonne heure. Oui. Hein, voilà, on a testé. Du coup, le but c'est de faire le plus de points de victoire possible. Il y a plusieurs manières de le faire, soit en gagnant des points de victoire purs grâce à des cartes, donc on avance sur ce plateau, D'accord. soit en améliorant notre fort, chacun a son petit plateau comme ça et on va améliorer notre fort, parce que bon c'est le titre du jeu, voilà, ou alors en remplissant des objectifs cachés qu'on aura récupérés au cours de la partie, voilà, qui bonifieront certaines stratégies. Ça c'est des manières de gagner des points de victoire. Comment ça se joue? Eh bien, on va tous avoir une main de 5 cartes, donc on a tous un petit deck de départ qu'on aura fait au hasard, sauf que tout le monde aura quand même 2 meilleurs amis, donc ça c'est un des 2 meilleurs amis de mon clan, voilà, ceux-là ils vous quitteront jamais, retenez ça pour la suite. Donc on aura 4 cartes, 5 cartes, et je me perds déjà, et à votre tour, c'est très bien résumé sur le petit plateau, vous devez jouer une seule carte. Je m'explique. Je pourrais jouer, par exemple, hop, je choisis de jouer Glouton. Vous voyez, il y a 2 encarts. Il y a un encart ici avec un petit monsieur qui sourit. C'est le pouvoir du joueur actif. Donc moi. D'accord. Son pouvoir, c'est que de l'icono. Ok, vous avez peut-être peur, mais chacun a sa petite feuille comme ça. Oui, c'est bien récapitulé. Voilà, la première partie, vous mettez votre nez dedans non-stop, mais après c'est bon, hein, vous le connaissez. Donc là, en gros, vous allez pouvoir sacrifier des pizzas, parce que c'est une des 2 ressources présentes dans le jeu. On a, hop, des pizzas et des petits jouets, parce que voilà, c'est la vie des enfants, hein, pizza et jouets, c'est connu. La vie parfaite. Voilà, je pourrais faire ce pouvoir, donc supprimer des pizzas et gagner des points de victoire, mais je peux le faire autant de fois que de skate que je jouerai avec lui. Donc ça tombe bien, il a déjà un skate, et je vais le comboter avec une de mes autres cartes qui était dans ma main, qui est le roi de la glisse. Mais du coup, je ne ferai que le pouvoir de Glouton, et le roi de la glisse, je ferai pas ses pouvoirs, je m'en servirai que comme ressource. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça qui est le twist de vous jouez qu'une carte, c'est que vous jouez qu'une carte pour son pouvoir, et les autres ne pourront servir qu'à apporter de la ressource de combo. Et là, il y a un deuxième encart, c'est très intéressant, c'est le pouvoir que les autres joueurs peuvent faire. Le leader aussi, hein, le joueur actif, il peut faire les 2 s'il veut, mais les autres peuvent faire ce pouvoir en payant de leur main une carte avec la même ressource que celle-ci. Donc là, c'est un skate. Du coup, j'aurais joué ces 2-là, et bah, il me restait 3 cartes dans ma main que j'ai pas utilisées et que je peux pas utiliser. Donc ceux-là, je vais les mettre dans mon jardin. Alors là, c'est un peu serré, mais vous voyez, chacun a son petit jardin au-dessus. Hop, je les mets là. Sauf mes 2 meilleurs amis. Vous voyez, bah ils servent à ça. Eh oui, eux, jamais ils partiront. Bon, le Fayot, lui, par contre, j'ai pas joué avec lui, du coup, il s'ennuie, du coup, il est dans le jardin et il se balade. Pourquoi? Eh bien, à quoi ça va servir? Eh bien, maintenant, je vais recruter, puisque c'est un deck building, vous vous souvenez? Et oui. Pour recruter, je vais... obligatoire. Forcément, je vais recruter soit dans le parc, qui est ici, c'est le marché commun, soit, justement, dans le jardin d'un autre joueur. Parmi les cartes qu'il n'aura pas utilisées, les enfants qu'il délaisse très méchamment. Faites très attention aux amis que vous négligez. Voilà, parce qu'ils vont aller jouer avec d'autres personnes, donc peut-être que je vais aller piquer un des personnages que vous aimez beaucoup, mais que à ce tour-là, vous n'avez pas voulu jouer. Donc c'est beaucoup de dilemmes entre déjà quel personnage jouer pour son pouvoir et les autres juste pour leurs ressources, et les autres que vous ne jouerez pas, mais qui seront recrutables par les adversaires. Voilà. Maintenant, quelques petits pouvoirs, c'est par exemple augmenter la taille de son fort, c'est en dépensant des ressources. Voilà à quoi servent les ressources. Par exemple, pour passer du niveau 1 au niveau 2, il faudra dépenser une pizza, un jouet et... soit une pizza, soit un jouet. Hop, et vous passez. Et à chaque fois, vous allez débloquer des petits bonus, donc soit gagner un objectif caché, comme je vous ai montré, soit gagner un petit avantage, ça s'appelle. C'est des petites cartes que vous pouvez dépenser une fois, ou qui sont actives tout le temps et qui vous donnent des avantages, voilà. Et après, il y a une gestion aussi de votre stock et de votre sac à dos, parce que quand vous gagnez des ressources, si vous n'avez pas la place de les stocker, c'est perdu. Enfin, c'est perdu dans le vide, quoi, vous pouvez pas les avoir. Et enfin,
L'observatoire, qui est le dernier twist vachement cool, c'est que il y a un des pouvoirs des enfants, c'est de mettre des cartes dans votre observatoire. Et donc du coup, vous allez pouvoir sacrifier vos cartes, certaines de vos cartes, et les glisser là. Et maintenant, vous aurez ces ressources non-stop disponibles pour faire vos petits combos de cartes. Et ça, c'est très malin. Voilà, ça c'est à peu près le grand truc de Thor. Il y a évidemment plein de petites subtilités. Mais c'est le grand truc de Thor, moi c'est vraiment mon coup de cœur, vous voyez j'ai mis déjà ma tête dessus, je me suis empressée de le faire. Donc foncez parce que vraiment c'est un deck building, certes on en a vu beaucoup mais déjà il est très portatif, hein. Il a un matos de malade et le thème est génial, super bien porté et en plus il a plein de twists qui rendent ce deck building très original. Super. Voilà, je pense que c'est l'heure de faire la tornade magique. Ok, allons-y. Bah Antoine Encore bien. Alors, je vais vous présenter un jeu tout en mâchonnant. Non, je vais pas vous présenter un jeu, je vais vous présenter un tapis de jeu. Oh. Un tapis de jeu, enfin 2 tapis de jeu que nous avons reçus pour King Domino. Donc il fonctionnera tout aussi bien pour King Domino classique que pour le King Domino Origins qui est sorti il y a quelques semaines. Après il y a des mammouths quand même. Tout à fait, c'est plutôt orienté King Domino Origins, comme vous voyez il y a des mammouths d'un côté, et puis sur l'autre plateau, eh bien il y a de la lave, des volcans et des os de dinosaures, ce genre de choses. Donc pour jouer en 5 sur 5 ou en 7 sur 7 pour 2 personnes, et franchement je trouve que la qualité vis-à-vis du prix est vraiment au rendez-vous. De beaux tapis pour les fans de King Domino. Je te laisse les filmer. Ouais. Vraiment, 2 tapis à 13 € pour 2 joueurs, chacun a son truc. Ouais, moi j'ai trouvé que la proposition était très alléchante, c'est vraiment pas se moquer des joueurs là. Très bien, et ensuite... Et voilà, et là on passe à du jeu, puisqu'on passe à la nouveauté Carte Aventura. Carte Aventura, c'est cette petite gamme de jeux, vous avez déjà peut-être connu Carte Aventura Vinland, là ça, et voici Carte Aventura Oklahoma. Donc je le rappelle, Carte Aventura c'est une petite gamme de jeux narratifs, un petit peu, pourrait-on dire, des livres dont vous êtes le héros, mais jouables à plusieurs, et à l'aide de petites cartes comme ceci qui représentent des lieux, des personnages avec lesquels on va interagir. Il y a plusieurs arbres dans la narration, donc on pourra refaire la boîte un certain nombre de fois avant de connaître toutes les possibilités, et puis il y a en quelque sorte une vraie fin qui est la fin historique, puisqu'à chaque fois c'est inspiré de faits historiques. Et bien dans Oklahoma, cela va parler de la vie de Bass Reeves. Bass Reeves, c'est le premier marshal noir états-unien, américain, qui a eu une vie assez dingue. Il y a le youtubeur Nota Bene qui en a parlé d'ailleurs tout récemment, donc moi je vous invite à aller faire un petit tour, pas maintenant, vous attendez la fin de la vidéo, ok parce qu'il en parle super bien, il en parlera bien sûr mieux que moi, et puis peut-être que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour dans l'Oklahoma. Il a eu une sacrée vie et je pense que c'est une belle aventure qui nous attend dans cette petite boîte de Carte Aventura. Super, merci. Oh. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont une big box et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et ouais, parce que la big box de Colt Express est arrivée maintenant. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette big box de Colt Express? Eh bien, elle contient le jeu de base, les 2 extensions, donc Chevaux et Diligence, ainsi que Marshal et Prisonnier, et en plus... un nouveau bandit qui s'appelle Silk. Ça veut dire soie en anglais. Oh. Et tu me disais que du coup il y aurait des extensions qui arriveraient prochainement aussi? Oui, normalement l'année prochaine il y a une extension avec double train et normalement 2 autres personnages. Je vais l'acheter immédiatement. Et en plus de ça, parce que c'est pas tout la big box, on en a plusieurs, mais seulement pour les 2 premiers acheteurs, que vois-je? Bah, qu'est-ce que c'est ça? Une BD Colt Express, et en fait ça vous donne un peu plus de lore, comme on dit, dans l'univers de Colt Express. Donc vous avez des petits encarts pour chaque personnage, vous avez la petite histoire, que ce soit pour Belle, Cheyenne, Django, Tuco, ou encore Ghost. Et franchement, le travail, j'adore moi les illustrations de Colt Express, j'adore ce jeu. Et vous avez voilà, toutes les petites histoires de tous les personnages dans l'univers de Colt Express. Et ça, bah, c'est exclusif en fait. Pour les premiers acheteurs. C'est offert. Oh là là. Ouais. Non mais c'est go hein. Toi tu t'es déjà pris la tienne. Oui, j'ai pris la big box. Bon, et ben je vous laisse. J'ai encore des vaches à les garder. Alex et les westerns, toute une affaire. Ouais. Je prends le relais
pour vous présenter Murano Light Masters, le nouveau bébé de Matagot. Oui, bébé, puisque c'est un jeu sur lequel il travaille depuis des années en compagnie de Carlo Camarotto et Francesco Testini, qui ne sont pas moins que les auteurs de ce jeu. Et le voilà, il est là, on vous le présente. Donc Murano, c'est un jeu dans lequel nous jouons des souffleurs de verre. Nous allons réaliser des œuvres d'art en verre à l'aide de ces petits éléments en verre multicolores. Et c'est du vrai verre, hein. Le matériel est vraiment super sympa. Nous avons des cartes d'œuvres d'art en main comme ceci, on n'a pas le droit de changer leur ordre. Hop là, je vais devoir commencer par celle-ci, puis par celle-ci, etc. Alors il y a un petit twist pour changer l'ordre, mais je vous l'explique après. Il va falloir faire 4 œuvres d'art pour mettre fin à la partie et on comptera qui a le plus de petites lyres comme ceci. Oui, l'argent, c'est des points de victoire. Alors, comment est-ce qu'on y joue? Eh bien, j'ai ici mon petit stock. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu joué, j'ai déjà mis des ressources dessus. Et à mon tour, au début de mon tour, j'ai une action obligatoire qui est celle d'aller faire tourner le petit sélecteur ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais récupérer les couleurs correspondantes. Donc ici, du rouge et du bleu. Je les mets dans mon stock. Hop là. Je vais pouvoir faire mon œuvre d'art. Pour ça, eh bien, je vais dépenser les couleurs correspondantes. Donc là, 3 rouges et un bleu. Cette œuvre d'art, elle a une valeur, eh bien, c'est le nombre de petites lyres qui apparaissent sur mon stock. Celle-ci, elle n'est pas complètement parfaite, vous voyez, il y a un petit élément restant. Eh bien, donc, je ne vais pas gagner 8, mais bien 7 sous, comme ceci, les petites lyres que je vais pouvoir dépenser pour faire des effets ou garder, parce que c'est quand même des points de victoire et c'est précieux. J'ai droit à une action parmi 3 également à mon tour. Alors, la première action, ça va être d'échanger. Eh bien, je vais prendre une petite ressource de mon plateau, aller la mettre dans un marché et regardez les couleurs qui sont connectées à ce marché. Ici, du vert, du bleu, non, pas les petits cœurs comme ceci, blancs, qui sont des jokers. Donc je vais prendre du vert et du bleu et je les mets dans mon stock tout simplement. Autre action que je peux faire, c'est décider pour 2 lyres. Hop là, donc ça coûte quand même 2 points de victoire d'aller récupérer toutes les perles d'un marché. Donc tant qu'à faire, je vais plutôt prendre dans ce marché là parce qu'il est plein à craquer. Hop là, à supposer bien sûr que les couleurs m'intéressent. Et puis autre action que je peux faire, eh bien c'est vendre autant de perles que je veux de mon plateau. Je les remets dans le stock central, mais ça va me faire gagner qu'une lyre. Donc là, c'est pas hyper optimisé. Non, pas trop. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que mon œuvre d'art, quand je l'ai faite, elle passe ici, côté visible, elle me donne des petits symboles, voyez-vous, eh bien, va me permettre d'activer un des effets d'une des 4 familles. Donc là, par exemple, ici, famille bleue des bijoux, en utilisant ma carte. Donc là, hop là, je la retourne, clac, je la mets sur le côté de mon plateau et je vais faire l'effet bleu, ça aurait pu être le rouge. Là, l'effet bleu, ça va être de récupérer soit une perle bleue, soit une perle jaune. Allez, hop, je prends une jaune et clac. Alors, vous l'avez compris, c'est un vrai jeu d'optimisation avec des règles faciles à appréhender, avec pas mal de petits effets de rejouabilité parce que des pouvoirs, il y en a plein. Beaucoup de dilemmes, oui, parce que est-ce que je me blinde en ressources mais au risque de prendre des ressources dont je n'ai pas besoin et donc quand je vais créer mes œuvres d'art, elles ne seront pas optimales, je vais pas gagner le maximum de points, ou au contraire, est-ce que je blinde bien comme il faut mon plateau en me disant c'est pas grave, je fais des œuvres d'art super vite, comme ça je vais essayer de doubler les autres joueurs même si elles me rapportent un petit peu moins de points, au moins déjà j'ai des perles d'avance pour faire les suivantes. Un effet également que l'on peut faire, c'est dépenser une lyre et la première carte vous allez pouvoir la placer ailleurs dans votre paquet. Donc vous allez pouvoir aller chercher des cartes qui correspondent plus aux ressources que vous avez dans votre stock. Ah ouais. Voilà pour Murano. Alors sachez que à la boutique, on a le petit Game Up Murano. Le petit Game Up Murano, comme ceci, c'est une boîte dans laquelle vous allez avoir de nouveaux effets. Donc les effets, ce sont ceux-ci, avec un petit peu plus d'interaction, peut-être un peu plus chafouin, entre les joueurs. Et aussi un mode solo. Donc passez à la boutique, venez voir le matériel, venez voir Murano. Ah si, j'ai oublié un petit pouvoir quand même qui peut être bien utile. Vous allez pouvoir aussi dépenser une lyre à votre tour pour aller faire tourner ce sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, je peux le faire avant l'action où je vais récupérer mes ressources, ou je peux le faire après, et ça peut par exemple aussi me permettre d'aller récupérer dans le marché les couleurs qui m'intéresseraient. Et voilà, et cette action elle est quand même bien utile. Ah ouais, il y a plein de trucs possibles, c'est trop bien. Tout à fait. J'ai tout dit sur Murano Light Masters. Comme je l'ai dit, il me tarde de vous le faire découvrir. Pour l'instant, je vais passer par là-bas parce que je vais vous présenter le JDR de la semaine. Ok. Hey, recoucou. Et c'est donc parti pour les nouveautés jeux de rôle. Alors très chargé puisque la semaine dernière on avait eu un petit retard et donc là il y a tout d'un coup. Puis en plus c'est la fin de l'année donc c'est là où il y a les grosses sorties.
c'est parti, on commence avec Bitume. Bitume, eh bien, certains vont connaître, ça va parler à certains joueuses et joueuses de l'époque, puisque c'est la réédition du JDR du même nom, qui était sorti milieu 80, si je dis pas de bêtises. C'est un univers post-apocalyptique à la Mad Max, mais bien les campagnes et tout le setup est pensé pour être joué en France, donc voilà, c'est Mad Max, mais avec des voitures de la poste, et donc l'univers, eh bien, tout le monde a perdu la mémoire suite à une catastrophe naturelle, et donc eh bien, la société se réorganise autour de clans qui se font la guerre à base de voitures et de tatanes. Du Mad Max quoi, tout simplement. Donc voilà, tout ça bien sûr teinté d'humour mi-fin, mi-pas fin du tout, que je vous laisserai découvrir. C'est l'humour de Croc, mais c'est revisité par Rise Dead Edition, donc ce n'est pas que Croc qui est aux commandes de cette réédition. Juste à côté, le bestiaire numéro 2 de Pathfinder 2ème édition. Ben voilà, enfin il est là. C'est vrai que la 2ème édition de Pathfinder a eu du mal à décoller pour présenter ses premiers volumes. Et bien maintenant on a 2 bestiaires, on a la campagne qui va bientôt pointer le nez de son dernier petit fascicule, parce qu'il y a 6 fascicules au total, le 6ème arrive bientôt. Donc c'est cool, Pathfinder 2ème édition prend son envol avec ce magnifique bestiaire. Juste en dessous, Star Wars aux confins de l'Empire, le jeu de rôle. Alors il y a déjà eu une version de Star Wars aux confins de l'Empire, le jeu de rôle, bah voilà, ça c'est la nouvelle version, tout simplement. Que dire? Pas grand chose, si ce n'est que si vous avez envie de faire du Star Wars, si vous avez envie d'avoir un Wookiee à votre droite et un droïde à votre gauche, et partir pour de fantastiques aventures, c'est ici qu'il va falloir s'adresser. Et un peu plus bas, eh bien à nouveau une réédition, donc pareil, un remodelage, un peu comme Bitume, une remise à jour de Château Falkenstein. Alors qu'est-ce que c'est quoi que Château Falkenstein? Eh bien l'univers est en lui-même assez particulier, puisque ça se place dans une uchronie, donc une version alternative de notre histoire, dans laquelle en plus de ça, la magie est présente et des créatures magiques telles que des dragons, des elfes, des gobelins, tout ce genre de choses, mais dans notre monde réel toujours, et tout ça, ça donne un sacré mélange très teinté aussi d'inspiration de la Hammer et des films d'horreur et de fantastique du siècle dernier. Voilà, tout un programme pour Château Falkenstein. Alors Château Falkenstein, il n'est pas tout seul, hein. Il est déjà venu avec quelques suppléments, et puis allez, son écran de jeu, je ne peux résister à vous le montrer parce qu'il annonce déjà la couleur, je trouve. Voilà, hop là, il y a des choses par ici avec ces nouvelles sorties. Donc c'est une gamme de boîtes, c'est les RPG Books. Donc là on est sur un ovni avec les RPG Books, puisque c'est à la fois un livre dont vous êtes le héros, auquel vous pouvez jouer tout seul à la maison, mais aussi un jeu de rôle qui peut se jouer sans maître du jeu, donc avec le même principe de livre dont vous êtes le héros, mais on va se faire passer le bouquin et on va aller annoncer les événements aux autres joueurs qui incarnent des personnages et vont prendre des décisions comme dans un jeu de rôle traditionnel, mais du coup sans MJ. Ou alors, on peut choisir de se spoiler, de tout lire, ou alors une fois qu'on a fini l'aventure une première fois, et de devenir un MJ, et de le jouer en tant que meneur de jeu classique à d'autres joueurs. Donc, c'est vraiment une boîte à outils à part entière. Dans chaque boîte, il y a le bouquin et les petits dés qui sont fournis avec, ça c'est plutôt cool. Et donc on a 2 univers, ici du Cthulhu, du Lovecraft, du Innsmouth, donc a priori des gens qui vont se transformer petit à petit en hommes poissons, et on va aller enquêter là-dessus. Et à droite ici Out There. Out There, c'est un univers qui a été créé par Fibre Tigre, qui est un auteur prolifique de jeux de rôle français. C'est un univers de science-fiction. Pour terminer ces nouveautés, nous avons ici le petit volume de 7 sorcières. Comme vous voyez, c'est un contenu 18+, chez les 12 singes. C'est une campagne entière, donc là vous avez votre jeu de rôle tout entier. Il y a juste la petite aide de jeu pour le MJ s'il souhaite l'aide de jeu, dans un univers occulte, avec pas mal d'événements qui vont tourner autour de fêtes dans le désert, dans les bois, à la Burning Man un petit peu. Tout un programme encore, contenu adulte, je le répète à nouveau, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petits contenus, ces campagnes toutes faites, avec pas trop de lecture, qui laisse quand même pas mal de place à l'imagination, comme savent le faire les 12 singes. Voilà pour le JDR, bon, je repasse de l'autre côté. Vous êtes prêts pour l'aventure? Alors embarquez dans cette boîte de Oltré. Oltré est la nouvelle sortie de Studio H et un nouveau jeu de Antoine Boza. Oui, merci Antoine Boza pour ce bijou. Et magnifiquement illustré par Vincent Dutré. Oui. Le chouchou de Alexandre. En vrai, merci Vincent Dutré. Vraiment, tu complètes
l'aventure de Oltré. On est encore plus plongé dedans grâce à ces magnifiques illustrations. Donc, Oltré, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif, narratif, d'aventure. On va incarner des héros, des chevaliers, oui, ça s'appelle c'est patrouilleurs. Voilà, j'allais dire watchers, ben non, c'est des patrouilleurs. Merci Antoine. Donc des patrouilleurs qui allons nous installer dans ce petit fortin. Alors le plateau est immense, malheureusement je n'ai pu que vous mettre la moitié, mais voilà, normalement ça fait un carré de fortin. Donc chacun va choisir son petit personnage avec son petit cheval personnalisé. Et ici tu peux filmer les magnifiques personnages qui vont avec. Voilà. Celle-ci, c'était ma chouchoute, c'était elle. Voilà, Bérénice. Chaque personnage va avoir son petit pouvoir et une caractéristique de base parmi les 4 qui sont artisanat, exploration, combat et érudit. Voilà. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc, vous allez avoir des scénarios. Oui, ici, hop, pourquoi quelqu'un a ouvert le livre? Vous allez avoir des petits livres, donc ça c'est le scénario d'introduction. Voilà, vous en avez, je crois, 5 ou 6. Il y en a au moins 5, 6, ouais, 6. Voilà. Et donc chaque scénario aura une petite histoire et que vous allez déplier au fur et à mesure. Les actions de base vont être à peu près semblables dans chacun des scénarios, mais après il y aura plein de rebondissements qu'on ne va pas vous spoiler et que même nous on n'a pas encore vu. On a fait que 2 aventures, on a perdu aux 2 d'ailleurs, on est tellement nuls. Et du coup à votre tour c'est très simple, on va commencer dans le fortin et vous allez faire une sorte de tower defense un peu, vous allez vous balader autour du fortin, rentrer, sortir, pour principalement récupérer des ressources. Ces ressources vous permettront de construire des bâtiments, là j'en ai montré quelques-uns. Ces bâtiments vont pouvoir vous apporter des petits bonus, donc celui-ci pour le construire j'aurai besoin d'une fourrure et d'un combustible, c'est pas du feu, vous portez pas du feu avec les mains, on s'est demandé avec Antoine, voilà. Et quand vous le construisez en dépensant les ressources, et bien là la forge elle vous rapporte une caractéristique de plus de combat, donc ça vous aidera pour les défis. Quels sont les défis? C'est les péripéties ici, donc quand vous vous déplacez, vous pouvez soit récupérer des ressources si vous êtes sur cet espace-là, par exemple, vous voyez la zone 2, si je suis ici, je peux demander une ressource. Hop, je la prends, je la mets dans mon fortin. Ou alors, je peux aller dans l'entrée d'une mine. Oh. Hop, je donne la carte, c'est une péripétie, je la donne à mon voisin qui va la lire. Je n'ai pas le droit de la connaître, il me lit juste le petit texte. Si j'ai des choses à faire, un jet, etc., il me le dit. Là, ce serait justement un jet de combat. Ça tombe bien, je viens de construire la forge avant. Quand on a des défis comme ça, on lance autant de dés que de petits symboles de la carac demandée. Donc ici, j'ai besoin de combat. La mienne, celle qui était Bérénice, bon, elle n'a pas de combat, elle a de l'artisanat. Donc, ben, je jette 2 dés, c'est-à-dire... un qui est de base dans le fortin et un grâce à la forge que j'ai rajouté. Hop, je lance 2 dés. J'ai une réussite et là j'aurai une deuxième réussite si je consens à sacrifier un point de vie. Voilà, je vais dire, allez, je perds pas de points de vie, on va faire simple, et donc je gagne un succès. Et des fois, bah, ça va être suffisant ou non, et les effets vont être associés, on ne dit pas quelle était l'autre possibilité, hein. Il faut garder le suspense parce que justement c'est grâce à ces péripéties que ce sera très rejouable. Vous allez les mettre à chaque fois de façon différente sur le plateau, elles ont des fois le même titre mais derrière il n'y a pas la même chose, enfin voilà, c'est très rejouable. Sinon, autre possibilité, quand vous vous déplacez, donc demander une ressource, faire une péripétie ou résoudre un problème. Hop, les problèmes vont ressembler à ça. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a recouvert mon feu. Ah. Quand un problème arrive, eh ben, il prend souvent la place d'un petit pouvoir utile. Donc là, déjà, tant que j'ai pas résolu ce problème-là, je pourrais plus récupérer de combustible. Et là, il y a un petit texte d'ambiance. Donc là, c'est l'alcool mauvais, c'est la forgeronne, abuse de l'agneau, les moleste les plus faibles à tour de bras. Une mise au point s'impose. Alors pour régler ce problème, il faudra que quelqu'un prenne les armes contre elle et fasse un succès. Des fois, il y a 2 carrés écrits à côté, c'est qu'il en faut 2. C'est encore un test de combat. Exactement, là c'est un test de combat. Voilà, donc quand je résous le problème, je l'enlève et je peux réaccéder au pouvoir. Et l'intérêt de faire des péripéties et des problèmes. Les péripéties et les problèmes, c'est que, hop, comme dans cette zone qui est ici, quand j'enlève la dernière carte et qu'il n'y a plus rien, je pourrais sécuriser peut-être la zone si j'y construis une tour. Hein, voilà, tu m'as grillé des étapes, il fallait aussi construire des tours. Vous voyez, celle-ci, pour la construire, il me faudrait dépenser une salade. Enfin, c'est pas une salade, mais on a appelé ça comme ça. Vous dépensez une salade et vous avez une tour. Et donc, tant qu'il y a une tour, si vous arrivez à vider un endroit de toutes ces péripéties, paf,
il est sécurisé et aucune péripétie ne pourra revenir ici. Je vais vous expliquer comment arrivent les problèmes et les péripéties après. Mais souvent, sécuriser une zone va vous permettre de réaliser ces petites missions qui seront toujours différentes aussi à chaque scénario. Là, c'est sécuriser 2 zones et avoir 7 points de prestige. Vous pouvez gagner du prestige pendant la partie. Ou avoir des ressources et sécuriser 2 zones, etc. etc. Réussir ces missions va souvent vous aider dans l'accomplissement de votre histoire. Mais vous savez pas jamais trop à l'avance. Donc, maintenant que je vous ai dit les actions possibles, je vais vous dire tout simplement... Alors il y en a plein d'autres, des petites qui sont mineures ou qui changent en fonction des scénarios. Mais voilà, ça c'était les principales. À chacun de vos débuts de tour, vous allez lancer ces 2 dés. Hop, magique. Hop là. Et vous allez ici avancer le pion de jeu de 1 case, puisqu'il y a une flèche. J'aurais pu avoir 2 flèches ou rien du tout, j'avance pas. Bon, là j'ai avancé d'une flèche. Ah, j'arrive sur le tas des péripéties et vous vous souvenez, j'ai lancé un 1. Ça veut dire que je vais devoir mettre une péripétie face cachée, je les découvre jamais, sur la zone 1. Bon, là ça tombe bien, je l'avais sécurisée, c'est ce que je vous ai dit. Hop, ça ne tombe pas. Mais voilà, si elle n'avait pas été sécurisée, elle arrivait ici. C'est comme ça qu'arrivent les péripéties. Si j'avais avancé ici, eh bien j'aurais eu un problème. Pareil, je l'aurais mis sur ma zone, du coup 1. Voilà, ici. Et enfin, ici, les événements, eh bien, vous en révélez un. Il y en a de plusieurs types. Ceux avec les petits éclairs, c'est des effets immédiats. Donc là, vous lisez le petit texte et ça dit « Si la taverne n'est pas construite, vous perdez 1 en défense de votre fortin. » Alors, remonte-moi la Qu'est-ce qui se défense. passe ? Ici, c'est la défense. Bon, la jauge, normalement, va jusqu'en bas. Bien sûr. Jusqu'à 0. Si votre défense arrive à 0, vous avez perdu. Si votre prestige aussi, qui est cette autre jauge, descend à 0, vous avez perdu. Cool. Plein de manières de perdre. Et enfin, vous avez aussi des petits événements qui, eux, sont qui durent jusqu'à ce qu'on ait refait le tour et qu'on les recouvert. Et ceux-là, généralement, sont très très embêtants. Là, par exemple, construire et réparer des bâtiments, c'est impossible. Voilà, pendant tout un tour. Enfin, plusieurs tours, parce qu'à chaque fois, vous lancerez les dés pour voir combien de fois vous avancez. Et ensuite, forcément, quoi que vous fassiez, quand vous faites 1 ou 2, eh bien, vous devez forcément vous arrêter ici, parce que la page doit toujours être tournée. Et donc, vous révélez l'histoire qui commence à se dérouler. Voilà, après il y avait le petit twist aussi qui était le morceau de pain. Le morceau de pain, chacun commence avec un magnifique morceau de pain. Vous pouvez en dépenser un pour relancer autant de dés que vous voulez quand vous vous ratez. Moi c'était pas mon cas, j'ai fait des magnifiques réussites tout à l'heure, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et ça sert à relancer et vous avez des points de vie aussi à gérer parce que quand vous descendez en dessous d'un certain niveau, donc ici c'est ce niveau-là, c'est pas pareil pour tous les personnages, il y en a qui sont plus bas ou plus haut, et vous perdez votre pouvoir spécial, qui c'était par exemple construire ou réparer gratuitement. Voilà, ça c'était pratique. Donc voilà, vous allez devoir vous reposer pour gagner des points de vie, mais du coup ça vous avez une action en moins. Il y a vraiment plein de choses à faire, et pourtant c'est super simple. C'est ce qu'on se disait en fait, c'est le mélange de Ghost Stories et de Andorre. Ouais, c'est vraiment ça. Merci Antoine Boza. Mais vraiment, des fois, mais vraiment, les tours étaient super courts. Antoine disait bon, je vais là et je prends une ressource. Fini. Hop, on enchaîne. Mais en fait, du coup, les tours sont très très rapides et quasi à chaque fois vous allez avancer, il va y avoir une péripétie, un problème, un événement. La page se tourne. À chaque fois, il se passe des trucs et comme les tours s'enchaînent très vite, vraiment, il se passe tout le temps des trucs. C'est génial. Et puis. Bon, le matos est magnifique, les petits chevaux, là vous pouvez vraiment vous raconter une histoire. La dernière fois, Alex a battu un gars, j'étais là, oh pitié, oh, merci chevalier, voilà. Donc c'est vraiment une très belle aventure que vous pouvez vivre là, très rejouable puisque les missions à chaque fois vous n'allez jamais les mettre en même temps, c'est pas les mêmes péripéties que vous sortez, il y a d'autres couleurs que ça. Oui. C'est pour un jeu narratif en fait il est ultra rejouable. Complètement, et par contre on s'attend bien à ce qu'il y ait des extensions, en tout cas on les espère pour toujours plus d'aventures. Ah oui, et il y a 4 autres personnages. Bien sûr. Voilà, vous pouvez jouer que jusqu'à 4, mais il y a 8 personnages en tout, donc ça vous laisse le choix. Et ça, c'est vachement cool. Yes. Il y a plein d'autres choses à dire, mais ce jeu est trop bien. On est tous très emballés avec Antoine et Alexandre. On veut refaire des parties. Merci, monsieur Antoine Boza. Je laisse la place à Antoine. Coucou. Oh, Antoine Boza. Non. Ah non, pas Boza, d'accord. C'est un Antoine un peu C'est moins un autre bien. Antoine, ok. On reste dans du jeu narratif avec Forgotten Waters. Si Alex apprécie énormément les westerns, mais moi mon péché mignon c'est les histoires de pirates et ici je suis servi, même si je trouve qu'il y a un peu trop de tentacules sur cette boîte, mais bon bref. Donc c'est du jeu narratif par les auteurs de Dead of Winter. Si vous connaissez également
Histoire de peluche, Mice and Mystics, Mice Mystics, oui c'est ça. Tous ces jeux narratifs avec un livre-jeu, des petits personnages, des petites feuilles de perso comme ça, bah voilà, on est vraiment dans cette gamme de jeux là, mais Forgotten Waters pousse l'expérience encore plus loin. Donc là, on va incarner un équipage de pirates, évidemment, un peu comme dans un jeu de rôle, on va créer son personnage, donc on choisit sa petite silhouette, mais on va vraiment créer son personnage avec ses motivations, ses traits de caractère, ses caractéristiques, etc. Donc on va former notre équipage, on va choisir un scénario, c'est un jeu à scénario, c'est une campagne, c'est une aventure, et donc on va aller prendre la page correspondante dans le bouquin, puisqu'il y a certes, oui, un bouquin sur lequel on va se placer qui nous met de belles illustrations, un petit bout de scénario et un espèce de jeu de poste d'ouvrier, à part qu'en fait c'est de la poste de pirate. Il y a également ici un plateau où on va aller explorer d'hexagone en hexagone les différentes zones de l'océan, en fait, tout simplement. On va pouvoir découvrir des îles, on va pouvoir faire des combats, il y a plein de choses, vous allez voir énormément de surprises. Et également une application que je vais m'empresser de vous montrer, qui va faire la narration, alors soit la narration de l'aventure où on en est actuellement, du suivi de la campagne, soit des fois des événements aléatoires comme ça qu'on rencontre, par exemple ici une bagarre entre membres de votre équipage. Sur le pont du navire, une engueulade éclate entre deux membres de l'équipage qui en viennent aux mains. Le capitaine Vance... Hop là, pas de spoil. Comme vous le voyez, il y a une super voix off. Moi, ça m'a vraiment conquis, ce petit plus là de la voix off qui va vraiment vous conter une histoire. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a des événements qui font partie de l'histoire, la grande histoire du jeu, mais également plein de petits événements aléatoires. Comment est-ce qu'on va jouer concrètement? Je vous l'ai dit, il y a une poste d'ouvrier, une poste de pirate. Moi, j'aime bien le terme poste de pirate. Différents événements, par exemple, je sais pas, on vous dit, nous sommes à port, à quai, mais il y a une tempête terrible qui approche. Et donc là, on va avoir le choix entre différentes actions. Ça peut être récupérer des ressources sur le port avant de partir, ça peut être lever les voiles, ça peut être vérifier la bonne organisation du pont. Et bien voilà, on va chacun poser un personnage sur une zone correspondante, aller valider des effets ou devoir faire du jet de dés, un petit peu comme dans un jeu de rôle à nouveau, pour aller valider des actions ou les échouer tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit timer, on a un petit chrono pour aller placer nos pirates, donc on n'a pas trop le temps de dire bon bah alors qu'est-ce qu'on fait les gars, réfléchissons, non il faut agir, on est dans l'action, on est des pirates, on fonce. Et ça en fait je trouve que ça casse aussi un petit peu l'effet leader, donc ce qui fait que il y a une petite touche de chaos supplémentaire, mais elle fait que il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le pas sur les autres. Pour terminer, ce qui est cool dans ce jeu, c'est que l'on a un objectif à chaque scénario qui est commun, un objectif d'équipage, mais vous avez aussi des objectifs personnels à vous, vos pirates. Donc des fois vous allez faire des petites ingérences un petit peu pour aller servir vos objectifs à vous, puisqu'il se peut que vous réussissiez un scénario mais qu'en fait il y a plutôt un joueur qui gagne et les autres joueurs qui perdent, et pourtant on est tous dans le même équipage. Ben ouais, mais on est quand même des pirates. Yes. Voilà pour Forgotten Waters, un jeu semi-coopératif. Ouais, semi-coopératif, narratif, avec de la poste d'ouvrier, de l'exploration, il y a plein de choses, c'est très très complet, je trouve ça très plaisant, très prometteur. Oui. Et juste derrière, il est là. Oui, il est là. Aeon Send Legacy. Donc normalement, actuellement, pendant que je vous parle, Alex va faire une petite incruste de nous comme des gros gamins qui ouvront la boîte avec laquelle on va jouer. Donc on vous a fait un petit unboxing du pauvre, parce qu'en fait c'est une boîte de Legacy, donc en fait on ouvre la boîte mais on vous montre pas vraiment ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est des enveloppes scellées, c'est des planches de punch, c'est pas grave, ça nous a fait plaisir de vous les montrer. Ouais. On a fait ça, il était quelque chose comme 1h du mat hier soir et on avait vraiment très envie de l'ouvrir cette boîte. Oui. Donc qu'est-ce que c'est que Aeon's End Legacy? Pour répondre à cette question, on va d'abord répondre à qu'est-ce que c'est que Aeon's End et qu'est-ce que c'est qu'un Legacy. Aeon's End, c'est une gamme de jeux édités chez Matago de Kevin Riley et Nick Little. Sont des jeux coopératifs dans lesquels on va battre des boss. Donc on joue des sortes de guerriers magiciens dans un monde fantastique. Il y a des boss qui se nomment des Nemesis. Dans la première boîte de Aeon's End, il y en avait 4 et il fallait battre les 4 boss. Et ça c'était une mission quasi impossible parce que le jeu est réputé super dur, et c'est tant mieux parce que on va se casser les dents, on va trouver la bonne optimisation, la bonne stratégie avant d'y arriver. C'est un jeu de deck building, de construction de paquets de cartes, c'est-à-dire qu'on a notre paquet de base, on a un marché de cartes qu'on va pouvoir acheter, on va faire le marché aussi avant de commencer à jouer, donc il y a un jeu avant le jeu, et ça c'est déjà intéressant stratégiquement parlant. On va préparer des sorts, oui on est des magiciens, des sorts qu'il faudra charger, il faudra ouvrir de nouveaux emplacements de sorts pour pouvoir pourquoi pas lancer plusieurs sorts d'un coup, faire des combinaisons de sorts. Hop là, je vais vous montrer un petit peu le dos quand même. Oui. Hop là, voilà, le dos est plus intéressant. Des combinaisons de sorts, soit avec mes propres sorts, soit avec ceux de mes alliés, évidemment, et comprendre aussi la logique du boss, de la némésis qu'on va battre, un peu à l'instar des jeux vidéo en fait, comprendre la pattern, le chemin, ce que veut faire l'ennemi,
comment est-ce qu'il fonctionne pour arriver à déjouer ses plans. Et donc là, c'est un legacy, donc c'est un jeu évolutif, ce qui signifie qu'on va choisir notre personnage. Au début, il a très peu de compétences, et on va le personnaliser au fur et à mesure de l'aventure en allant découvrir les différentes némésis, les différentes missions. Je sais pas, je peux pas vous en dire plus, on a juste fait un unboxing, il était 1h du mat, on n'a pas pu jouer, mais alors... on a hâte. Ouais, on a vraiment hâte, parce qu'on adore Onsend. Il faut savoir que quand vous avez fini cette boîte en legacy, elle part pas à la poubelle, non, parce que vous avez un jeu entièrement jouable et compatible avec le reste de la gamme. À savoir, il y a 2 autres grosses boîtes et des petites boîtes d'extension. Voilà pour Onsend Legacy, et cette boîte là c'est la mienne, elle va bientôt finir dans mon casier, voilà. Alors où est-ce qu'on est? On est où là? Non, je suis cachée. On te voit, Alice. Elle est cachée. On te voit. J'ai été vue. Bon je vous présente pas vu pas pris alors hein. Voici pas vu pas pris, j'en avais parlé en avant-première il y a quelques semaines parce que je l'avais vu à l'Ichi, que je l'avais beaucoup aimé. Donc le voilà, enfin sorti officiellement. Je vais donc le réexpliquer pour votre plus grand bonheur. Donc c'est un jeu de Phil Viscaro et Amine Ramani, illustré par Sylvain Aublin, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour 30 minutes environ, distribué par BlackRock. Merci BlackRock. Donc, pas vu pas pris, c'est un jeu de cache-cache. Voilà, très simplement, un petit jeu de cache-cache et de 1, 2, 3 soleil. C'est-à-dire, on va chacun avoir notre couleur de fantôme et on va se mettre d'un côté du plateau. Donc vous voyez, il y a 4 côtés pour 4 joueurs maximum. Hop, on va mettre normalement tous nos fantômes de ce côté-là. Évidemment, là j'ai une mise en place en plein milieu du jeu, mais bon. Hop. Et le but, c'est de faire traverser nos fantômes de l'autre côté. Ok. Voilà. Les fantômes, les plus gros fantômes rapporteront plus de points, les petits moins de points et les moyens moyennes points. Voilà. Je sais plus exactement, je vais pas dire de chiffres, je me trompe tout le temps quand j'essaye. Au début, vous allez faire une mise en place de hall, d'hôtel au hasard. Donc normalement, il n'y a aucun fantôme, hein, imaginez. Voilà. Et ensuite, chacun notre tour, on va piocher une carte qui va nous dire de combien on va pouvoir faire avancer un de nos fantômes ou plusieurs. En gros, vous allez répartir ce chiffre-là entre vos fantômes pour les faire avancer. Donc soit les faire rentrer, soit en faire avancer qui sont déjà là. Je peux pas en faire un avancer jusqu'au bout d'un seul coup. Non. Ah. Exactement. Sinon le jeu est pas très drôle. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Hein. Ou alors vous avez des cartes comme ceci où il y a un chiffre et des petits meubles. Et bien là, ça veut dire que vous pourrez avancer de 6 cases, hein, vous voyez, c'est des petites cases. Et qu'en plus, avant ça, vous pourrez bouger un de ces 2 meubles. Alors les bouger, il n'y a aucune limite. Vous pouvez les mettre là, les mettre comme ça, les mettre comme ça. Voilà. D'accord. Vous faites ce que vous voulez avec ce meuble. C'est que un des 2. Et après, vous déplacez votre fantôme. Une fois qu'on a fait ça, le joueur actif, donc tout le monde a déplacé ses fantômes, le joueur actif va lancer ce dé. Le dé fatidique, il dit 1. 1, c'est sur une porte. 1. Vous voyez cette serrure? Oui. C'est en fait le moment où les humains vont regarder par le trou de la serrure. Et il faut pas qu'on soit vu. Bon, moi vous m'avez vu tout à l'heure, donc j'ai perdu, mais il faut pas qu'on soit vu. Donc, le joueur actif qui a fait 1 va pouvoir mettre cette serrure sur la porte 1 d'un autre côté. Hein. Vous n'avez pas le droit de rester sur le même côté que là où vous étiez. Donc, par exemple, je pourrais me mettre là ou là. Bon, pour le besoin de la vidéo, on va le faire de ce côté-là, puisque comme ça, tu pourras filmer. Ah oui. Voilà. Alors, je vais refaire quand même une mise en place... Voilà, plausible. Ah mais je vois le gros vert, t'inquiète pas. Voilà. Et là, le joueur actif regarde à travers la serrure et il voit qui? Il voit le gros vert. Bon, il y avait peut-être d'autres qui l'auraient pu voir. Est-ce que tu le voyais là, le rouge? Ah, je vois un petit bout de pied. Enfin, un petit bout de flottement. Et bien c'est là où apparaît le cache-cache, mais aussi 1, 2, 3 soleil. Tous ceux qui sont vus retournent à la case départ. Voilà. C'est vraiment tout le jeu. Après, il y a le petit twist qu'on rajoute que j'aime beaucoup, c'est ce petit miroir. Alors, j'arrive jamais à le faire à la caméra. Moi, j'ai réussi dans ma photo Instagram, donc que vous pourrez aller voir si vous voulez. Mais en gros, des fois, vous êtes planqué derrière un meuble et quelqu'un vous a piégé et il a mis le miroir là et bam, il le voit dans le miroir. Tu croyais être caché, et ben voilà. Et dernier petit truc que j'adore, c'est ça. On peut se cacher dedans. Oui, il est trop bien ce petit truc. Voilà, il est caché. Bon, après, si on voyait juste en face, on le voit, mais voilà, c'est une bonne cachette. Trop cool. Ça, c'est le jeu de base. Et ensuite, vous avez quelques pouvoirs ici que vous pouvez rajouter. En gros, à cette manche-là, par exemple, c'est quoi? Il y en avait un que j'aimais bien, c'était chat perché.
c'était lui. Là, pendant tout ce tour, si à la fin vos fantômes, il y a des fantômes qui sont par terre, qui ne sont pas sur des meubles, et ben ils sont éliminés, ils retournent à la case départ. Ok. Donc vous allez devoir vous mettre sur des meubles, mais forcément vous êtes un peu moins caché quand vous êtes tout en haut d'un bureau. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'était pas vu pas pris. Moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment très original et super drôle. Moi j'ai joué sur le coin du comptoir avec David et on s'était bien marré. Normalement c'est tout. Je crois qu'on va te retrouver derrière le comptoir. Allez, c'est parti. Hop, qu'avons-nous derrière le comptoir? Beaucoup de choses. Alors, on va commencer dans l'ordre de ma grosse pile cachée là, que Bien vous ne sûr. voyez pas. J'ai un numéro 140 de plateau. Cool. Voilà, le numéro 140 sur Glory, que tu avais beaucoup aimé, que tu nous avais présenté, Alex. Oui, il y a une tuile bonus sur... Voilà, et une tuile bonus de Subterra. Subterra qui est là. Voilà le numéro 140 de plateau. Next, l'extension Photosynthesis. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la boutique, mais c'était un jeu abstrait où vous placiez des arbres sur un plateau et que vous essayiez de faire pousser vos arbres, votre essence d'arbre, mais attention parce que vos arbres ils pouvaient faire des ombres et bloquer la lumière aux autres arbres et du coup ceux qui étaient dans l'ombre poussent moins vite. Voilà, donc c'était tout un truc de placement. Et bien là, vous avez cette extension là qui va rajouter 3 modules. Un principal, c'est la lune, parce que voilà, ça s'appelle Under the Moonlight. Est-ce que je l'ai bien dit, Mathis, tu nous diras. Donc la lune va pouvoir nous donner une nouvelle énergie qui va activer les pouvoirs des animaux. Donc chacun, au début de la partie, pourra se prendre un animal qui, quand il récupère de l'énergie lunaire, pourra activer des pouvoirs propres. Donc ça donne de l'asymétrie. Voilà. Ensuite, ça c'était le gros module. Vous allez aussi avoir le module des pierres lunaires que vous allez placer et qui en fait vont prendre des espaces. Voilà. Et qui vont aussi réfléchir la lumière de la lune. Et oui, et vous avez le grand ancien que vous allez mettre au début de la partie qui lui fera une ombre en ligne et c'est Bisou, il est là et il fait de l'ombre à tout le monde, faut pas le prendre en compte. Ok. Voilà. Cool. L'extension de photosynthesis. Ensuite, une autre extension. Ibashi, mon petit chouchou. Ibashi, je vous rappelle, c'était le petit jeu le gros jeu entre jeux d'ambiance d'adresse où vous jetiez des sortes de petits jetons de poker et de collections, de recettes. Voilà, il était un peu entre le jeu d'ambiance et le jeu quand même stratégique. Et bien ici, vous allez rajouter un nouvel ingrédient qui est le chili et vous allez aussi rajouter des nouvelles cartes de recettes, tout simplement, et aussi des pouvoirs de chef. Voilà, vous allez avoir des pouvoirs personnalisés. Ok, cool. Voilà. Hop, je fais des tas bien propres. Ça, c'est des nouveautés. Pokémon, Wow. attraper les tous. Voilà, donc c'est Darkrai, c'est que des générations que je ne connais plus. Et Marshadow. Voilà, deux nouveaux coffrets. Les 2 nouveaux coffrets Pokémon sont là. Ils sont là. Ensuite, on reste dans les cartes. Magic. Oui, Magic est là aussi. Magic. Noce Attention. écarlate. Magic. J'en ai marre. Waouh, les commandeurs. Voilà, j'enlève mes mains de devant. Les Parfait. Commandeurs et boosters de draft et d'extension sont là. Ainsi que le bundle, bien évidemment. Voilà, là j'ai fait le tour des... Pour la Noce écarlate. Voilà, j'ai Toujours fini. une Innistrad, bien sûr. Magic. Et on va finir par Des petits retours en stock. les petits retours en stock. Donc on a Oui. Under Falling Ski. Oui. Donc c'était le jeu solo que Thomas aimait beaucoup, Ouais. un peu de Space Invaders en fait. Très cool, On ouais. devait défoncer les vaisseaux aliens qui descendent vers la Terre. Hyper bien, très Et évolutif. scénarisé, voilà. Ouais, excellent. Hop. Retour Il est en enfin stock. là. Yes. Hop. On a ce dont je vous ai parlé là au début. Oui, Voilà. le nouveau Citadel qui est là, du coup. Voilà. C'est exactement la même chose que la grosse boîte, qui était. Mais en condensé. Mais en condensé et Voilà. 4 € moins cher. Bon bah voilà. Bien sûr, mais toujours bon à prendre ça. Voilà, elle est là. Hop. Et vous pouvez donc, je résume, gagner le goodies de 14 cartes de bâtiments, voilà, donc le petit jeu au début, vous vous souvenez. Et le retour de Formula D, le jeu de course de voiture, de F1 et de street racing. Voilà, donc là c'était pour les nouveautés, les retours en stock. Je vais te poser là. Hop là. Donc, tout va bien. Là, on va enchaîner sur la réponse au concours de la semaine dernière de Nouvelles Contrées, qui était donc... Hop, voilà. Thomas était donc parti à l'ouest, et c'était le jeu Anami. Donc, bravo au gagnant qui s'affiche ici. Oui, il Voilà. sera affiché, il est là. Voilà. On le voit. Bravo à toi.
petite indication, il faut que tu nous contactes. Oui, parce que c'est un peu dur pour nous de te contacter, on n'a pas trop tes contacts, donc envoie-nous un petit message. Messenger, appelle-nous, Instagram, mail, via la boutique, voilà. Et on t'enverra, on te donnera le petit cadeau de Nouvelle Contrée. Voilà. Et enfin, eh bien, je vous laisse avec le petit test et review de Get On Board. Yes. Et recoucou. Salut. Salut. Tel que vous nous voyez, il est bientôt minuit, là, dans une poignée de minutes. Mais on va vous parler de Get On Board New York et Londres en avant-première, puisque ça va sortir deuxième semaine de décembre, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, on vient de terminer la partie, là, ça fait 5 minutes. Moi, c'était ma deuxième partie, et pour Alice et Alex, c'est votre première partie. Non, moi j'ai joué à Vichy, et je l'avais déjà beaucoup aimé. Ok, cool. Et ouais, on doit dire qu'on a apprécié, Alex, aussi. J'ai fait un score de merde. Et ça va. Moi j'ai gagné. Quand il perd, en général, il aime bien le jeu. Quand il gagne, il est blasé. Moi, j'ai adoré aussi. Et on va vous en parler rapidement. Donc Get On Board, c'est un jeu dans lequel vous allez créer votre ligne de bus, donc soit à New York, soit à Londres. Ça dépend du nombre de joueurs. Il y a donc un plateau central sur lequel on va aller poser ces petits bâtonnets comme ceci, c'est non sans rappeler un certain aventurier du rail, pour aller connecter des lieux, des personnages entre eux, pour aller bonifier tout ça. Mais aussi c'est un jeu de roll and write, alors non pas un roll and write, plutôt un flip and write, parce qu'en fait ce sont des petites cartes qu'on va tirer et on va aller cocher des choses sur sa fiche individuelle. Et je tiens à préciser qu'on n'a pas tous la même fiche individuelle, elles vont nous permettre d'aller poser nos petits segments de manière différente, donc il y a un petit peu d'asymétrie à ce niveau-là. Comment fonctionne la partie? Eh bien en gros il y a 12 manches. À chaque manche on va tirer une carte comme celle que vient de montrer Alex, voilà. Elles sont numérotées de 1 à 12 tout simplement, et par exemple à une manche on va tirer la numéro 5, et bien on va aller faire la petite pose de segments comme indiqué en 5 sur sa feuille. Donc moi par exemple en 5, je dois mettre 2 segments en ligne droite. Mais par exemple si ça avait été 10, ça doit être un double virage. Donc virage à droite, virage à gauche ou l'inverse, ou alors 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Vous avez compris comment ça fonctionne. On va aller poser donc ces petits bâtonnets chacun son tour. On a un jeton premier joueur comme ceci, premier joueur va aller poser segments, puis au joueur d'après, puis au joueur d'après, et on passe à la manche suivante. Que va-t-on pouvoir faire lorsqu'on va poser ces petits segments? On va aller embarquer des personnages, on va pouvoir embarquer des citoyens et citoyennes en orange. Donc quand je pose un petit bâtonnet entre 2 carrefours et qu'à un carrefour où j'arrive, il y a un personnage, je l'embarque. Donc les citoyens, plus j'en ai, plus ça fait de points. C'est des mamies. C'est des petites mamies, voilà. On va pouvoir aller embarquer des étudiants ou étudiantes, là dans le cas présent en jaune, et bien là c'est des multiplicateurs puisque on va pouvoir donc les embarquer, mais aussi sur notre trajet s'arrêter à des universités, et les universités va se multiplier avec le nombre d'étudiants et étudiantes que vous allez pouvoir embarquer dans votre ligne, tout simplement. Donc ça peut faire beaucoup de points si ça on arrive à aller choper les petits modificateurs qui vont bien. Ou les businessmen, tout comme les touristes, vous allez les embarquer et les stocker jusqu'à un maximum de 3 pour businessmen, 4 pour touristes, et ensuite quand vous arrivez soit à un lieu d'affaires, soit à un monument, vous les faites descendre et ça vous fait des points pareil exponentiels avec des petits bonus pour les businessmen. Et pour terminer, on a un objectif personnel secret, il va falloir connecter 3 lieux. C'est 10 points si on y arrive, si on n'arrive pas c'est 0 points. Donc si on sent qu'on va pas le faire, il vaut mieux abandonner et se focaliser sur nos personnages. Puis on sent qu'on peut le faire, c'est pas mal, n'est-ce pas Alice? On a réussi à les faire, et c'est vrai que ça nous a permis de prendre une avance qui nous a bien mis à notre aise. Attention, il y a des lieux sur le plateau, vous allez être obligé de cocher les petites cases d'embouteillage, et aussi si vous utilisez les routes déjà utilisées par les autres joueurs, ça vous fait des embouteillages à vous. Donc, un petit peu à la manière aussi d'un aventurier du rail Europe, on va un petit peu essayer de couper la route aux autres joueurs, essayer de deviner où ils veulent aller pour les bloquer, pour qu'ils prennent des embouteillages, et ça fait des points négatifs. Voilà en gros, sans rentrer dans les détails, les règles de Get On Board. Pour les sensations, je vous écoute. Moi j'ai grave adoré parce que déjà je trouve que le thème est trop bien, on se raconte vraiment une histoire genre oh là là j'ai pris la petite mamie, c'est bon elle s'est mise au fond du bus, clair. Elle est en train de jouer au bridge avec les 3 autres que j'avais déjà récupérés avant, le businessman j'en ai pris qu'un avant de trouver un building, j'en ai pas pris 3 à chaque fois. Vraiment le thème est super bien porté et vraiment les graphismes par il me semble que c'est Monsieur Z, j'adore ce prénom, vraiment je trouve que ça va très bien avec l'ambiance de ce jeu. Et toi Alex?
Non, moi je reviens sur ce que tu disais en début. C'est vrai que ça fait très chargé. Genre vous avez beaucoup d'informations au début. Mais en fait, le code couleur est super bien fait. Ouais. Donc l'iconographie est assez parlante, notamment les monuments en carré et les personnages en rond. Ce qui fait qu'après, sur la fiche, quand on se reporte sur notre fiche à nous, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Il y a une très bonne interaction, et c'est assez rare dans les flip and write. Ah oui. Et là, je trouve que l'interaction est très forte, notamment sur les embouteillages. Quand vous arrivez sur une zone, il y a déjà 2 gars qui sont déjà là. Bah, vous prenez un bouchon par personne déjà présente. Donc du coup, quand vous êtes sur une zone de bouchons de base, plus 2 autres joueurs, prenez moins 3 points. Enfin, prenez 3 bouchons, ça peut faire très mal. Le plateau, c'est génial pour l'interaction. Il y a de la bonne programmation aussi, parce qu'en fait, comme il y a 12 tours, on peut facilement, plus il y a de tours qui passent, se dire bah tiens, là il reste plus que le 8 et le 6 et le 12. Donc je sais les chemins que je pourrais programmer, donc non, franchement, c'est cool. C'est malin ça. Et à la fin, ce que j'aime, c'est le plateau genre qui transpire, quoi, qui vit en fait. Trop beau. Et ça, c'est très cool. Ouais, vraiment trop beau. Et la symétrie, vraiment, moi je trouve ce petit détail entre toutes les feuilles, c'est fou quand même. On tire le 5, ah c'est quoi toi? Un angle? Je vais passer juste devant toi à claque avec mon tout droit. Voilà, Alex lui il avait un truc à 3 tout droit, c'était parfait. Moi j'avais un angle qui m'allait pas, j'ai dû avoir un malus pour le transformer en ligne droite parce que sinon je me rentrais dans ma tête à moi-même. Et je vous le dis justement, petit tips, si vous évitez les bouchons ou si vous évitez les astuces de Joker pour transformer vos trajets, en fait, c'est quand même vachement rentable de les transformer. Moi, j'ai pas du tout fait les bouchons quasiment, et j'ai pas transformé mes trajets, mais j'ai fait que 33 points, ce qui est ridicule. Moi, je croyais qu'il allait nous battre puisqu'il a eu aucun malus. En vrai, j'ai fait aucun objectif, que ce soit perso ou public. C'est vrai qu'on n'a pas parlé rapidement. On n'a pas parlé des objectifs publics. Il y a 2 objectifs on les montre rapidement. Petits objectifs, voilà, là par exemple, celui qui a fait les 5 mémés en fait. Et ben il gagne de base, c'est sur jaune, donc 10 points le premier. C'est moi qui l'ai fait. Ou ceux, si plusieurs personnes le font dans la manche. Ou sinon après du coup c'est 6 points. Voilà. Pour les... C'est moins bien. Mais ça voilà, ça vous en avez 2 de base qui sont placés aléatoirement. Parmi les sélections, il y en a plein. Voilà. Et ça j'en ai fait aucun, ni les objectifs de... Voilà, donc je m'en veux un peu mais c'est pas grave. Donc ne faites pas comme Alex, c'est un très mauvais joueur. C'est vrai. Et très mauvais perdant aussi. C'est vrai. Bon ben voilà, c'est chez Yellow, on a hâte. Ouais. Et de ce qu'on m'a dit aussi à Vichy, il y aura d'autres villes qui viennent. Mais je crois que c'était Paris et Lisbonne. Voilà. Trop cool. Ouais, avec d'autres petites boîtes. Donc j'ai très hâte pour cette gamme. Bah, moi aussi. Moi aussi. C'est donc Get On Board, New York et Londres. Ça arrive mi-décembre, 2e semaine normalement. Oui. Et on conclut là-dessus et on laisse la fin de la vidéo. Bah oui. Ok. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Bordeaux.